Lorsqu'on est à la tête d'une institution, on n'est pas à la tête de son parti, on n'est pas à la tête de sa famille politique, ni moins encore de sa famille biologique, on est à la tête d'une institution de l'État. C'est pour la première fois qu'au niveau du gouvernement national qu'on ait au moins 17% de représentation des femmes. On a fait 10, mais peu importe tout ce qui se passe, nous saluons tous les pas réalisés jusque-là. Bien sûr, nous avons encore des gaps, mais ce qui est important, c'est cette volonté manifeste au niveau de la jeunesse, parce que les hommes passent et les institutions restent. Nous avons la foi que d'ici 5 ans, les choses pourront aller de l'avant grâce aux efforts fournis. Bienvenue dans ces premiers numéros des magazines Femmes d'aujourd'hui. Femmes d'aujourd'hui est une émission qui se consacre à parler de femmes qui, dans les temps, ont marqué l'histoire par leurs œuvres. Au cours de cette émission, Femmes d'aujourd'hui, nous ne serons pas seuls. Nous recevons pour vous Madame Faïda Mwangiloa, qui est consultante en genre et ministre honoraire. Bonjour Madame Faïda. Bonjour Laetitia. Madame Faïda, vous êtes l'une des femmes qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire de notre pays. Et madame, nous voulons savoir, parce qu'aujourd'hui avec vous, nous allons parler du quid de l'émancipation de la femme, voilà. Et qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, Madame Faïda Mwangiloa? Présentez-vous. Merci beaucoup. C'est une question complexe. Je suis Madame Faïda Mwangiloa. Vous me prenez là au bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement. Qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis? Je ne sais pas, mais je vais me résumer parce que c'est toute une histoire. C'est mon engagement. Mon engagement à servir la communauté, à servir la population. Et cet engagement, je l'ai ressenti dès le bas âge. À l'école primaire déjà, même chez nous à la maison, j'étais la personne qui voulait rendre service aux autres. Parce que vous savez, la maison, la famille, c'est vraiment la cellule de base de la société. Vous avez besoin que la maison soit propre, vous avez besoin que la vaisselle soit faite, vous avez besoin que l'on puisse entretenir ici et là, que les autres voient comment vous allez dormir. Moi, je pense que tout est parti de là. Et j'ai perdu ma mère à 9 ans. Donc à 9 ans, j'ai commencé à prendre les responsabilités d'une mère à la maison. Et moi, je crois que ça m'a aidé. Et cela, c'était le départ jusqu'à l'université où vraiment, je me suis intégrée ensemble avec les autres à m'intéresser beaucoup plus à la vie politique. Et tout est parti de là jusqu'à aujourd'hui. Oui, Madame Faïda Mwangiloa, en tant que femme, parce que vous étiez ministre au ministère du genre, famille et enfants, Madame Faïda Mwangiloa, qu'est-ce que vous avez pu faire à votre niveau pour que la femme congolaise puisse se retrouver? Merci beaucoup. Il était d'abord important de donner à ce ministère son image, ce qu'il doit faire pour la population. Parce qu'avant, il y a 30 ans, peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que c'est le ministère où on vient danser pour les autorités et tout. Non, je voulais, en tout cas, c'était ça ma préoccupation, donner les contenus parce que à travers des textes, ce ministère a une mission bien précise, celle de définir les politiques au niveau des institutions pour promouvoir la femme. Et dans un premier temps, nous avons travaillé sur le document de stratégie d'intégration du genre. Parce qu'on ne peut pas parler de la promotion de la femme au niveau du seul ministère du genre. Il a fallu travailler pour impliquer tous les ministères sectoriels dans la lutte pour l'intégration du genre au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Et nous avons réussi, grâce à l'appui du PNUD à l'époque, de travailler
basé sur ce document qui est disponible. Et les autres documents ont suivi. Mais une autre chose, une autre mission, c'est celle de mettre les femmes ensemble. Comprendre que le ministère du genre, c'est un ministère de développement, entre guillemets, qui doit impulser les changements. Et il a fallu donc porter cette peau-là des institutions, parce que lorsque on est à la tête d'une institution, on n'est pas à la tête de son parti, on n'est pas à la tête de sa famille politique, ni moins encore de sa famille biologique, on est à la tête d'une institution de l'État qui doit rendre service. Et en étant dans cette position-là, il a fallu en tout cas être au service de tout le monde, travailler avec tout le monde. Et là, nous l'avons fait. Que ce soit avec les femmes des différentes composantes et entités qu'on appelait à l'époque, pour les terminologies utilisées au moment au moment de la transition. Donc, j'ai travaillé avec tout le monde, même surtout et surtout avec les organisations de la société civile. Parce qu'avant, les gens pensaient que les organisations féminines étaient là pour contrecarrer les actions du gouvernement, mais sinon, les organisations, et c'était ça l'avantage de provenir des organisations, des mouvements féminins, ça m'a donné plus de matière et de facilité à travailler avec toutes les organisations féminines, peu importe leur catégorie sociale et tout. Donc, ça c'était un grand apport. Pour terminer alors, de manière tout à fait synthétique, nous avons travaillé pour montrer que ce ministère, qui est le mécanisme national pour la promotion de la femme, doit être outillé, doit avoir ses infrastructures. Et nous sommes parvenus à décrocher dans le cadre de projets PPTE, de lutte contre de pays pauvres et endettés, d'obtenir un financement qui nous a permis, en tout cas, d'ouvrir 3 centres ici à Ngaba, les centres mère et enfant de Ngaba aujourd'hui, c'est à notre époque. Il y a aussi le centre de la femme au niveau du Maniema et la province du Nord Kivu. Donc, et ça a continué avec d'autres ministères ou institutions privées qui ont emboîté les pas pour construire ce que nous avons appelé des maisons de la femme. Donc avoir un cadre pour se concerter et tout, c'était aussi important. Et aussi les cadres de concertation de concertation pour les femmes congolaises, c'est à notre époque. Il a fallu l'impulsion du ministère du genre pour créer un cadre où toutes les organisations féminines de politique et non apolitique pouvaient se retrouver pour traiter des questions de la nation, des questions de paix. Donc, et ça a été d'un grand apport jusqu'à aujourd'hui. Je crois que voilà brièvement brossé ce que nous avions fait à notre époque au niveau des institutions, mais on a fait pas mal de choses. D'accord, vous avez fait pas mal de choses, Mama Faïda Mwangiloa. Vous êtes consultante en genre, je le répète bien, ministre honoraire du genre famille et enfants. Puisque nous parlons de l'émancipation, Madame Faïda, qu'en est-il de cette lutte, de cette émancipation de la femme? Qu'en est-il de cette lutte? Je crois que avant c'était une lutte pour une catégorie de féministes, mais aujourd'hui je comprends qu'il y a des jeunes gens, des garçons comme des filles, qui ont emboîté les pas et qui sont sur le terrain pour demander l'égalité. Parce que les personnes qui demandent l'égalité des sexes, le statut identique pour les hommes et les femmes et dans tous les secteurs de la vie nationale, ces personnes-là ont intégré l'approche fondamentale du développement. Il ne peut pas y avoir développement sans l'implication des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Donc, et aujourd'hui, c'est une grande fierté lorsque je vois des jeunes femmes qui s'assument, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des entreprises privées. Elles sont là, elles s'assument, elles cherchent à se prendre en charge, elles cherchent à servir leur communauté. Ça nous arrange. Et par là,
précisément de la participation politique des femmes, oui, les femmes ont compris que nous devons nous intéresser à des questions d'intérêt national, à des questions publiques. Elles sont là au sein des organisations politiques. Elles sont là comme des indépendantes. Elles sont là. Elles sont en train de travailler pour que les choses changent au niveau de notre pays. Bien sûr, nous avons encore des gaps. Mais ce qui est important, c'est cette volonté manifeste au niveau de la jeunesse. Parce que les hommes passent et les institutions restent. Nous avons la foi que d'ici 5 ans, les choses pourront aller de l'avant grâce aux efforts fournis par les garçons et les filles, les hommes comme les femmes. Oui, puisque dans 5 ans, si les filles et les femmes se mettent à travailler ensemble, les choses vont changer, Mama Faïda. Que faudrait-il? Qu'est-ce qui freine la participation de la femme dans les instances décisionnelles? Effectivement, au niveau des instruments juridiques, au niveau des lois, nous avons suffisamment évolué. Et lorsque je partage notre expérience au niveau régional, au niveau international, on réalise que la République démocratique du Congo a réalisé des grands pas en termes de lois. Parce qu'aujourd'hui, dans notre loi fondamentale, le principe de parité homme-femme est là, bien inscrit au niveau de l'article 14. Donc, nous voyons aussi d'autres lois qu'on a prises par rapport que notre législation a pris. Il y a la loi de mise en œuvre de parité, il y a le code du travail, il y a le code de protection de l'enfant, il y a la loi sur la nationalité, il y a d'autres lois supplémentaires qui ont été harmonisées, la loi sur les violences sexuelles. Donc nous avons évolué. On ne pouvait plus parler de ces questions avec beaucoup d'acharnement. On devrait plutôt passer à leur exécution. Mais malheureusement, les choses sont en train d'aller à pas de tortue. Et ça n'avance pas la RDC. Parce que si la RDC mettait en application ces textes, c'est pour le bien de l'ensemble de la population congolaise. Parce que lorsque ces droits sont respectés, vous trouverez au niveau des communes, au niveau des administrations, quand je vois la DGM, vous trouverez des jeunes garçons et filles qui sont là, qui seraient en train de travailler. Mais aujourd'hui, nous avons encore un problème au niveau de la fonction publique. On n'avance pas avec le processus de mise en retraite de plusieurs agents et cadres qui sont en état de retraite, qui devraient aller en retraite et qui devraient être remplacés par des jeunes gens qui sont là, qui ont toutes les énergies nécessaires pour travailler en faveur de leur nation. Mais c'est pas ça le problème. Ce qui est plus important, c'est de continuer d'exiger la mise en application de ces textes. Et là, nous saluons les efforts qui sont fournis, qui étaient fournis par les institutions passées, et qui sont en train d'être fournis par les institutions actuelles. Nous voyons toute la bonne foi, parce qu'au moins c'est pour la première fois qu'au niveau du gouvernement national qu'on ait au moins 17% de représentation des femmes. On a fait 10, mais peu importe tout ce qui se passe, nous saluons tous les pas réalisés jusque-là. Depuis la mise en place du nouvel ordre politique en 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a des petits pas que nous saluons, mais nous demandons qu'on aille au-delà et qu'on voie tous les secteurs de la vie nationale, mais que nous puissions changer de stratégie. La lutte pour l'intégration du genre doit commencer au niveau de la famille. Lorsqu'un garçon comprendra déjà au sein de sa famille que ma sœur et moi, dans toutes les familles congolaises, nous avons les mêmes avantages, nous avons les mêmes privilèges. Oui, le reste viendra de soi, parce que ce garçon aurait grandi dans des conditions où le rôle social du garçon et de la fille, de la femme et de l'homme sera bien défini.
lorsque nous continuons à penser que non, dans les temps, la femme ne pouvait pas prendre la parole en public, il faut quand même la protéger, mais non, il faut la mettre au service de la nation. Oui, nous avons des valeurs positives dans notre culture, mais nous avons aussi des valeurs négatives qui cherchent à mettre la femme derrière les rideaux, pas devant le public, estimant qu'en l'exposant beaucoup, elle va devenir infidèle. Mais non, la réalité nous a montré que tout dépend de l'éducation bénéficiée de ses parents, ou soit alors de sa manière de vivre. Vous pouvez avoir une femme qui ne sort pas en dehors de son foyer, mais que vous allez retrouver, mais ce sont des cas qui sont vécus. Ce qui est plus important, c'est vraiment travailler pour aller au-delà. Et je crois que, en tout cas, les organisations des jeunes sont en train d'y travailler. Et d'ici là, certainement qu'il y a des programmes qui sont en train d'être exécutés qui nous aidera à vivre cette égalité, parce que c'est la nouvelle génération égalité que nous sommes en train de prôner. Oui, une nouvelle génération d'égalité que vous prônez. Maman Faïda, vous irez un jour en retraite. Comment préparez-vous votre retraite et comment préparez-vous cette jeunesse qui prendra la relève? Effectivement, nous sommes en train d'y travailler au niveau de nos organisations féminines et mouvements. Nous sommes en train d'intégrer plus les jeunes. Quand vous entrez dans mon bureau de consultation ici, dans notre bureau de consultation, il y a plus de jeunes qui sont là comme personnel d'appui. Mais nous avons des experts, des hommes et des femmes qui sont là, des consultants auxquels nous faisons appel à chaque fois qu'il y a besoin, nous les faisons. Mais dans nos organisations, si vous prenez rien ça les femmes, vous prenez le fonds pour les femmes congolaises, vous prenez Sofepadi, vous prenez toutes les autres organisations, vous allez réaliser que les femmes sont là, les jeunes femmes sont là. Afiamama, il y a aussi des organisations dirigées par des jeunes femmes où vous trouvez plus de jeunes, et là nous apprécions parce que c'est un engagement personnel. On ne poussera pas quelqu'un à intégrer les mouvements, mais la personne doit se dire, moi je m'intéresse à la question d'égalité. C'est comme vous le faites, comme journaliste Laetitia. Personne ne t'a tiré du bout de nez pour dire Laetitia viens, mais toi-même tu as dit non, je dois travailler pour ma propre émancipation, mais aussi pour l'émancipation des générations à venir. Donc c'est un engagement personnel avant d'être un engagement collectif. Nous voulons bien le faire et nous allons continuer à le faire. L'essentiel, c'est que nous puissions travailler pour notre nation. À un certain moment, laisse-moi dire quelque chose de spécial. Souvent, les jeunes, et c'est réel aussi lors de notre passage à l'université, lorsqu'on arrive en première année licence et dernière année, dans les conversations, beaucoup de jeunes filles parlent de mariage. Oui, qu'est-ce que tu dis de ton fiancé? Il ne faut pas quitter les milieux universitaires sans avoir un fiancé. On force. Il y a d'autres même qui développent des maladies d'estomac, des maux d'estomac. Mais non! Tu dois te battre d'abord pour ta vie, ta propre vie. Comment tu vois l'avenir? Et ça, tu dois même mettre cela dans la tête de ton futur époux et dire, voilà ce que moi je pense de l'avenir. Comme ça, déjà, le futur époux sait que j'ai affaire à une femme qui veut servir sa nation. J'ai affaire à une femme qui veut s'épanouir dans un domaine informel ou dans un secteur bien précis de la vie nationale. Et ton fiancé ou ton futur époux ou ton mari, quand il sera ton mari, va t'accompagner. Mais lorsque déjà, dès le départ, ton seul agenda, je voudrais être ton épouse, vraiment si tu ne le fais pas, je vais mourir, et vous voyez la fille s'effondrer. Mais non, la vie ici, c'est aussi un choix. Et le mariage doit être considéré comme un choix. Tu fais un choix en âme et conscience et tu te donnes et ça avance. Il y a aussi des garçons qui font la même chose. Avant même de se battre pour la vie, ne pense que mais maintenant le prochain mariage, mais tu vas prendre l'enfant d'autrui pour lui donner quoi? Tu n'as pas un chez toi, mais tu l'amènes chez tes parents. Mais ça, c'est un très mauvais calcul. Chaque parent voudrait que son enfant puisse s'épanouir, puisse se constituer un foyer, et le soir, même si vous n'avez que 2 chaises chez vous, moi je suis parent, je vais venir là-bas
pour vous encourager. Je vais m'asseoir, je peux même vous dire non, vous deux là, prenez votre chaise, moi je vais m'asseoir même ici, mais on parle. Oui, on encourage les gens à être à mesure de s'épanouir en dehors de la famille, mais en étant bien sûr, il ne faut pas abandonner vos parents, vous aurez toujours besoin de leurs conseils. Donc, c'est des notions qu'il faut continuer à vulgariser, Vous ne savez pas combien ça fait lorsque vous êtes là, vous avez 4 garçons. Tous les 4 garçons vous amènent des épouses. Vous avez 3 filles, 2 vous amènent des enfants. Ça crée, et parce qu'à un certain moment, comme parents, on a aussi besoin de s'épanouir. Rester avec son époux, si la maman est mariée, ou soit rester aussi un peu respirer et dire, je vais commencer à appuyer mes enfants un peu plus loin, je vais commencer à les accompagner. Et c'est ça là, la responsabilité. Voilà. Merci, c'est ça la responsabilité. Maman Faïda, un mot à toutes ces femmes qui se battent tous les jours pour le pain quotidien, ces femmes qui ne se lassent pas, qui se sont dites qu'elles vont se battre et continueront à se battre. Et à toutes ces filles qui pensent que courir derrière un homme serait une solution facile. Un dernier mot par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette question si importante parce que le samedi, il m'arrive d'entrer dans les réseaux et de suivre les reportages. Et je suis tombée sur un reportage des jeunes qui font le tour de la ville ici, le rond-point, chercher les futurs amis. Donc un ami éventuel qui peut se présenter. Ça m'a fait beaucoup de mots. Ça s'appelle la prostitution. Ça s'appelle l'exploitation sexuelle. Donc, tu t'exposes, ces filles s'exposent à la recherche de moyens qu'elles peuvent trouver seules. Et là, j'ai compris que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons continuer vraiment à penser à des projets d'encadrement. J'ai suivi une fille qui a dit, on lui a posé la question, mais on te donne combien? Peu importe ce qu'on leur donne. Mais par rapport à cette exploitation, ce sont ces filles qui perdent toute leur dignité. Toute leur dignité. Le corps ne peut pas en aucun moment être considéré comme marchandise. Pas du tout. C'est la dignité, c'est toute la dignité. Donc, c'est un message d'espoir. Peu importe des situations que nous sommes en train de traverser, par manque de sécurité, par manque d'opportunités d'emploi, mon message, c'est de dire, ayez l'espoir. Ayez toujours la pensée positive par rapport à la situation que tu traverses. Et pensez que je dois cette situation demain, après-demain. Cette situation peut changer, mais tout dépendra de moi. Tu peux commencer par rien. Tu peux même aller chez une maman qui fait le chant au niveau de Kingabwa et dire, maman, moi je voudrais t'accompagner. Je veux voir si d'ici 2 ans, je peux avoir un petit capital de $10, de $20, de $50 et commencer une petite activité. Je peux peut-être aller faire le bénévolat dans une église. Et peut-être quelqu'un de bonne foi peut me dire, qu'est-ce que tu es à mesure de faire? Je suis à mesure de vendre le pondou. Est-ce que prenez les $10, commence à vendre le pondou. Ce que tu gagnes seul, ça te valorise que ce qu'on te donne en échange du sexe. C'est absolument ça la réalité. On ne comprend pas tout ce qui peut. Peu importe, tu peux ne pas attraper la maladie. Parce qu'on n'évite pas la sexualité seulement pour la maladie. Mais toute ta dignité, oui, la dignité. Et nous, comme parents, nous ne pouvons pas nous fatiguer. Je m'adresse aux parents parce qu'il y a des parents qui ont catégoriquement abandonné l'encadrement de leurs enfants. Nous ne pouvons pas abandonner, peu importe la situation. Je m'adresse à vous les femmes, même à Lingala, Nazolo Belango, Lelo, Yoatanaba Boulevard, Ozokuta Bana Mike, il y a 1 année, il y a 2 ans. Bana Wana, Sokotali Bango à un moment, baza en bonne santé. Ce qui veut dire que
qu'à un moment, ils échappent au contrôle des parents et se jettent dans la rue. Donc, yo kotika bana na yote. Bate la bana maman. Bate la bana. Kotika bana na balabala te. Mwana soka koti déjà na balabala. Et kozala pasi po ya kobimisa ye. Toza na ba expérience. Ya bano bakota ki na balabala. Mais à travers ba projet, bana wana batika vi ya balabala. Bakomi lelo ba responsable. Na ebi, il y a des années, peut-être 20 ans avant que je ne sois autorité au niveau du gouvernement, on encadrait des jeunes. Un jeune garçon de 12 ans qui était dans la rue. On a joué à la médiation avec sa maman. Mais aujourd'hui, c'est cet enfant qui s'occupe de sa mère, alors que sa mère l'avait chassé parce que l'enfant avait perdu $20. Donc, c'est pour vous dire que nos enfants peuvent commettre des erreurs dans la maison, mais ce n'est pas pour autant que nous allons les abandonner. Je parle des enfants, les enfants de moins de 18 ans. C'est ça la définition de l'enfant par rapport à notre loi. Nous devons les protéger parce qu'ils constituent notre trésor. Ok. Merci, c'est la fin de magazine Femmes d'aujourd'hui et je vous dis merci de nous avoir suivis. Je sais que vous nous suivez de partout. Je salue toutes ces personnes qui m'encouragent dans mon travail. Je cite Maman Faïda qui ne cesse à chaque moment de me prodiguer des conseils. Merci beaucoup. Au revoir.